Mon objectif est de vous faire toucher du doigt les limites de l'univers, ou du moins de vous montrer comment la recherche en astrophysique permet aujourd'hui d'étudier ces limites. Je suis doctorant en astrophysique au laboratoire de physique de l'École normale supérieure, et mon travail s'inscrit dans cette recherche aux frontières de l'univers. Ma thèse est à la croisée de plusieurs domaines, dont je vais tâcher de vous donner un aperçu. La cosmologie, qui s'intéresse à la formation et à l'évolution de notre univers, l'astrophysique, qui s'intéresse aux propriétés des objets qui peuplent l'univers, et la science des données, qui apporte aujourd'hui des méthodes nouvelles pour comprendre nos observations. Mais commençons par préciser ce que l'on entend par limite de l'univers. Notre univers nous semble infini. Déjà, parce que quel que soit l'endroit où l'on regarde, quelle que soit l'échelle que l'on sonde, on a l'impression de toujours trouver quelque chose. Regardez simplement le ciel. Par une nuit claire, dans un endroit retiré, les étoiles semblent innombrables, présentes partout autour de nous. Maintenant, quand l'on commence à regarder méthodiquement le ciel, en utilisant des instruments d'observation, télescopes ou autres, on comprend qu'au plus proche de nous, il y a des planètes et une étoile, le Soleil. Cela forme le système solaire. Et des systèmes solaires comme le nôtre, il y en a des centaines de milliards autour de nous. Cela constitue notre galaxie, la Voie lactée. Et les galaxies, c'est pareil. On estime aujourd'hui que le nombre de galaxies observables se compte en milliers de milliards. Et les galaxies ne sont pas réparties de manière homogène dans l'univers. Elles s'agglomèrent en amas et forment des structures de matière qui ressemblent à une gigantesque toile d'araignée, la toile cosmique. Intéressons-nous maintenant aux distances qui séparent ces objets. En astrophysique, les distances s'expriment à partir de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière vaut approximativement 300 000 km par seconde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous pouviez vous déplacer à la vitesse de la lumière, vous feriez près de 8 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Pour nous parvenir juste du Soleil, les photons, ces grains de lumière, ont besoin de 8 minutes. Maintenant, si l'on regarde la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, autre que le Soleil, elle se compte en années-lumière. Il faut plus de 4 ans pour qu'un photon de cette étoile, Proxima du Centaure, nous parvienne sur Terre. Allons encore plus loin. Pour qu'un photon nous parvienne de l'autre bout de la galaxie, il faut attendre plus de 100 000 ans. Et même la lumière que l'on observe aujourd'hui de la galaxie d'Andromède a été émise d'Andromède alors que la Terre était encore peuplée d'Australopithèques, c'est-à-dire il y a 2,5 millions d'années. Et la galaxie d'Andromède est plutôt considérée comme proche de nous, parmi les galaxies de l'univers. Donc je vous ai cité des populations d'objets astrophysiques innombrables, des distances écrasantes. Mais il y a quand même quelque chose de fini dans cet univers, c'est son âge. Nos modèles cosmologiques arrivent à dater l'univers. Le début de sa formation remonterait à il y a plus de 13,7 milliards d'années. Voilà enfin quelque chose de fini. Bon, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que nos modèles physiques arrivent à expliquer l'évolution de l'univers jusqu'à il y a 13,7 milliards d'années. Au-delà, nos théories ne fonctionnent plus, et même ce que l'on appelle le Big Bang, le temps zéro de l'univers, ne demeure qu'une curiosité, une singularité. Bref, une limite de nos théories. Bon, cette très brève description de l'univers que je viens de vous faire, et que probablement certains d'entre vous connaissent déjà, n'a quand même rien d'évident. L'humanité a mis beaucoup de temps pour comprendre tout ça. Il a fallu attendre le début du XVIIe siècle pour que les premiers instruments d'observation du ciel apparaissent, lorsque Galilée popularise la lunette astronomique. Et c'est à partir du XIXe siècle que l'on comprend pour la première fois que les points lumineux fixes que l'on observe la nuit sont du même type que la boule de gaz chaud qui illumine nos journées, des étoiles. Et c'est dans les années 1920 qu'Edwin Hubble réalise que les objets lumineux diffus qu'il observe la nuit et qu'il a baptisés nébuleuses sont des objets bien plus distants et bien plus riches que les étoiles. Ce sont des galaxies. Et même la compréhension de l'univers à plus grande échelle encore
La toile cosmique et les premières observations corroborant le modèle du Big Bang ne datent que de la seconde moitié du XXe siècle. Toutes ces connaissances sont donc des connaissances de pointe dans le monde scientifique, et elles évoluent et se précisent en permanence. Revenons maintenant sur cette question de la finitude de l'univers. Aujourd'hui, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. On ne sait pas si l'univers a un bord, une frontière. De quoi presque en être angoissé. Bon, en fait, il y a encore quelque chose de fini dans cette histoire. C'est la partie de l'univers qui nous est accessible. On parle d'univers observable. Bah oui, rien ne va plus vite que la lumière et on n'a jamais rien observé de plus vieux que le début de la formation de l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Donc, voici déjà quelque chose d'un peu plus rassurant. Reprenons, l'univers peut être fini ou infini, son domaine observable, lui, reste fini. Et les scientifiques arrivent aujourd'hui à étudier les limites de cet univers observable. Mais de quelles limites observables parle-t-on? En astrophysique, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé. Ceci car rien ne va plus vite que la lumière. Ainsi, les limites physiques de l'univers se rapportent à son passé. Et le travail du cosmologiste qui s'intéresse à l'histoire de l'univers se rapporte au travail de l'archéologue qui s'intéresse à l'histoire de l'humanité. Il travaille à partir de vestiges du passé. Et pour étudier l'histoire de l'univers, il existe un vestige de prédilection qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Un nom un peu barbare. Le fond diffus cosmologique est un signal lumineux qui date du début de l'univers, à quelques centaines de milliers d'années près, et qui provient des limites de l'univers observable. Essayons de comprendre d'où vient ce fond diffus cosmologique. Intéressons-nous pour cela au modèle du Big Bang. Dans le modèle du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, naît l'univers. L'univers entre alors très vite dans une phase d'expansion brutale, appelée inflation. Et pendant cette phase d'expansion, l'univers est si chaud et si dense que la lumière elle-même est comme séquestrée par la matière. Et il faut attendre que la température et la densité de l'univers diminuent suffisamment pour qu'un découplage entre la matière et le rayonnement s'opère. Et à partir de ce moment-là, environ 380 000 ans après le Big Bang, pour la première fois dans l'univers, une lumière parvient enfin à se propager librement. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette lumière, datant quasiment du début de l'univers, est encore observable partout autour de nous aujourd'hui. Cette lumière est en quelque sorte la première lumière de l'univers. Waouh! Bon, et maintenant, concrètement, comment observe-t-on cette lumière? Cette lumière a été observée pour la première fois en 1965 par deux physiciens, Arno Penzias et Robert Wilson. Ils sont tombés dessus un peu par hasard. Ils travaillaient sur un nouveau type d'antenne radio pour les laboratoires Bell. Et bien sûr, depuis, des instruments bien plus sophistiqués ont pu observer cette lumière, ce fond diffus cosmologique, notamment le satellite Planck qui a été envoyé dans l'espace en 2009. Et toutes ces observations ont permis de dresser la carte sur le ciel du fond diffus cosmologique. La voici. Cette carte du fond diffus cosmologique montre les variations de température autour d'une température centrale de 2,725 degrés Kelvin. Bon, je vous ai parlé de lumière et d'un coup je vous montre une carte du ciel en température. Je vous rassure, il s'agit juste d'une autre façon de mesurer la lumière. Il se trouve que le fond diffus cosmologique correspond au signal lumineux qu'émettrait un corps idéal porté à la température de 2,725 degrés Kelvin. En cosmologie, cette carte de fluctuation de température s'interprète comme correspondant au germe des grandes structures de l'univers. Étudier les propriétés du fond diffus cosmologique permettrait alors de mieux comprendre le modèle qui explique la formation et l'évolution de l'univers,
qui s'appelle le modèle standard de la cosmologie. Le modèle standard de la cosmologie explique l'apparition des grandes structures de l'univers à partir de la compétition entre force de gravité et expansion de l'univers. Par le biais de ces phénomènes physiques, des inhomogénéités initiales de matière ont fait émerger cette grande toile d'araignée, la toile cosmique. Et c'est indirectement dans cette carte de fluctuation de température que l'on observe ces inhomogénéités initiales de matière. Et donc, comment les scientifiques concrètement étudient ce signal? En fait, l'étude de ce signal se fait de manière principalement statistique. Cela principalement parce que les inhomogénéités initiales de matière sont intrinsèquement aléatoires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette carte de fluctuation de température a été comme tirée au sort parmi de nombreuses autres cartes potentielles. Même l'univers dans lequel nous vivons correspond en quelque sorte à un lancer de dés. Je m'explique. Si vous prenez un dé standard à 6 faces, que vous le lancez, vous pouvez tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et vous avez autant de chances de tomber sur un 1, sur un 2, sur un 3, sur un 4, sur un 5 ou sur un 6. On parle de loi uniforme. Dans une certaine mesure, l'univers dans lequel nous vivons correspond à un lancer de dés ayant donné un 1, mais aurait pu tout aussi être un 2, un 3 ou autre. Bon, il y a une nuance quand même, c'est que la loi qui régit la statistique de ce fond diffus cosmologique n'est pas la même que celle d'un lancer de dés. Ce n'est pas une loi uniforme, mais une loi dite gaussienne. On dit que le fond diffus cosmologique est un champ gaussien. Alors, en théorie des probabilités, la loi gaussienne apparaît assez naturellement dès que l'on s'intéresse à des événements indépendants qui suivent la même loi de probabilité. Pour revenir à notre analogie des lancers de dés, imaginez que l'on lance 10 000 fois le même dé et qu'on regarde la valeur moyenne de ces lancers. Lorsque l'on répète cette expérience, on observe que cette valeur moyenne suit une loi qui ressemble de plus en plus à une loi gaussienne. Et ceci n'est pas un hasard. Ceci correspond à un théorème de la théorie des probabilités qui s'appelle le théorème central limite. Pour le fond diffus cosmologique, on observe exactement le même type de loi. En tout point du ciel, une loi gaussienne. Si l'on regarde la distribution des fluctuations de température du fond diffus cosmologique, on voit apparaître cette même courbe en cloche, cette loi gaussienne. Bon, nos observations montrent que le fond diffus cosmologique est en adéquation avec cette loi gaussienne. Mais en fait, pas tout à fait. En fait, certaines mesures statistiques montrent des écarts à cette loi gaussienne. On parle de non-gaussianité. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? On peut imaginer plusieurs explications à ces écarts. Alors, soit le fond diffus cosmologique n'est pas en fait gaussien, et ce qui a précédé son émission, notamment cette phase appelée l'inflation, a peut-être fait émerger des non-gaussianités. Ou peut-être que le fond diffus cosmologique est gaussien, mais que ce que l'on observe aujourd'hui est un signal qui a été complètement déformé. Bah oui, ce signal est quand même très vieux, il a 13,7 milliards d'années. Et ce que l'on observe aujourd'hui n'est peut-être qu'un signal parasité, parce que l'on peut appeler des avant-plans. Donc que ces avant-plans ont introduit ces non-gaussianités dans nos observations. Bon, très bien. Supposons que le fond diffus cosmologique est gaussien et que des avant-plans ont parasité ce fond diffus cosmologique. Quel type de phénomène peut parasiter ce fond diffus cosmologique? On peut citer la déviation de la lumière par la matière, qui est un effet de relativité générale appelé l'anti-âge gravitationnel, ou on peut citer un autre phénomène qui est le fait qu'on observe une superposition de deux signaux. Le fond diffus cosmologique plus un signal galactique. Oui, notre galaxie, la Voie lactée, émet une lumière très intense, à la statistique complexe, et qui se superpose à nos observations du fond diffus cosmologique. Et même lorsqu'on essaie de la retirer finement de nos observations, des résidus non gaussiens demeurent dans nos cartes du fond diffus cosmologique. Et aujourd'hui, nos exigences de précision dans nos mesures sont telles
qu'il apparaît capital de mieux comprendre ces écarts-là loi gaussienne, ces non-gaussianités dans nos observations. En fait, autant la loi gaussienne est très simple à décrire, il suffit de deux nombres, une valeur moyenne et un écart type, autant une loi non gaussienne peut vite devenir très compliquée à décrire. Et donc, dans mon travail de thèse, j'utilise des outils issus de la science des données pour mieux comprendre ces non-gaussianités. Vous savez, cette science qui est nouvelle et qui apporte plein de techniques nouvelles pour mieux traiter nos données de manière statistique. Donc, pour vous expliquer en deux mots à quoi ressemble mon travail, donc on dira que l'on décrit suffisamment bien les non-gaussianités que l'on observe dans ces avant-plans du fond diffus cosmologique si, à partir d'un certain nombre de mesures statistiques, on est capable de reproduire des signaux similaires. Donc pour vous donner un exemple, voici une simulation, une image extraite d'une simulation d'un avant-plan galactique, cette sorte de lumière qui parasite toutes nos observations du fond diffus cosmologique. Et on dira que l'on a réussi à capturer la statistique de cette image si, à partir de mesures, on est capable de reproduire des images visuellement similaires. Et on voit bien que le choix de notre mesure, le choix de notre outil statistique est déterminant pour capturer la statistique de notre image de départ. Le défi est donc aujourd'hui de trouver le meilleur outil statistique pour capturer ces non-gaussianités dans nos avant-plans du fond diffus cosmologique. Voilà. Maintenant, vous savez comment l'on peut étudier cet univers qui nous semble infini à notre échelle, jusque dans ses extrêmes limites observables par le fond diffus cosmologique. Les statistiques jouent un rôle de premier plan dans l'étude de ce signal, et c'est aujourd'hui avec des outils novateurs que l'on parviendra à capter les détails les plus fins de ce signal, nous permettant alors de préciser l'histoire de notre univers. Je vous remercie.